la question de la prise en charge individuelle, elle est souvent posée, elle est souvent convoquée, mais elle n'est pas souvent débattue. En tout cas, c'est aussi pour cette raison que je remercie vraiment les organisateurs du PsyCNAM et de ce psychoté-là de nous proposer cet espace d'échange, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose à faire avec nos approches en clinique du travail, en clinique de l'activité, pour prendre en charge les professionnels. Donc moi, je vous propose de vous faire un peu état de ces éléments-là et qu'on en débatte. Je vous propose aussi de vous dire un petit peu d'où je viens et d'où je parle, que les choses soient assez claires, hein. Moi, je suis vraiment psychologue du travail. Je suis formée à la clinique du travail et de l'activité à Lyon 2. J'ai commencé par un master recherche. C'est quelque chose qui m'intéressait drôlement, qui s'appelait à l'époque, parce il a été refondu il n'y a pas très longtemps, le M2 TCTR, travail en réseau, travail coopératif, travail en réseau, qui était co-dirigé par Marc-Éric Bobilly-Chaumont et Jacqueline Vacheron-Revel à l'époque. Et puis ensuite, j'ai passé le titre de psychologue et il n'y a pas très longtemps, j'ai validé une thèse de doctorat. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout les approches cliniciennes qui permettent de penser le travail. Donc, mon violon d'Ingres, mes petits violons d'Ingres, comme j'aime le dire, en matière, la clinique de l'activité, la clinique des usages. J'oublie pas non plus que quelquefois, je fais appel à la psychodynamique parce que ça me permet d'éclairer un certain nombre d'éléments. Mais disons que dans ma pratique, les approches qui me permettent d'accompagner les professionnels au développement de l'activité du travail en collectif et en individuel sont les approches en clinique de l'activité essentiellement et en clinique de l'usage. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit peu de vous partager le cheminement qui m'a amené à intégrer dans mon identité professionnelle le fait que j'intervienne en entreprise pour des prises en charge collectives et également comme psychologue du travail pour des prises en charge individuelles, très souvent dans le cadre de l'expression de souffrance, hein. On appelle ça généralement des consultations souffrance et travail, mais voilà, je voulais vous partager un petit peu mon cheminement. Donc, premier point, il y a 3 points, hein, qui moi m'intéressent et c'est ce que je vais aborder avec vous. C'est comment est-ce que j'ai été amenée à prendre en charge des professionnels individuellement et pourquoi est-ce que je fais de la prise en charge individuelle, hein? Quelque part, je pense que certains d'entre vous sont confrontés à ce type de questionnement-là. Je me suis frottée, au début de mon travail, de mon métier, aux prises en charge collectives en entreprise. J'ai fourni mes armes, j'ai fourni mes techniques. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai été contactée par des professionnels qui me disaient: «Madame Barville, vous êtes intervenue dans mon entreprise, mais pas au même service, et je voudrais savoir si vous voudriez bien me prendre en charge. J'ai un certain nombre de problématiques et je pense que c'est lié au travail». Au début, j'ai dit non, parce qu'il me semblait que c'était pas possible. En tout cas, je me disais: «Mais en fait, ça, c'est la voie royale, c'est la clinique du sujet, la prise en charge individuelle, je ne suis pas formée à ça». Donc au début, bah, j'ai dit non, tout simplement. Et puis au fur et à mesure, je me suis questionnée, j'en ai parlé un peu avec des collègues et je me suis dit: «Mais si ça revient régulièrement, c'est qu'il y a vraiment quelque chose peut-être à faire». Et donc petit à petit, j'ai débuté à prendre en place, à prendre en charge les personnes du point de vue individuel et en me disant une chose, c'est que moi, mon identité professionnelle, c'est d'être psychologue du travail, donc de m'occuper du travail et je ne suis pas psychologue du sujet. Je n'ai pas d'expertise sur le domaine. Il y a des confrères et des consoeurs qui le mettent en place. Mais je me suis retrouvée dans quelque chose qui était un petit peu embêtant parce que j'avais vraiment un gros doute sur la légitimité et à pouvoir le faire, puisque nos approches nous disent généralement, ben voilà, l'intervention royale, c'est l'intervention collective et on peut transformer le travail comme ça. Cependant, à chaque fois que j'étais au contact avec des personnes, ben, quand on peut intervenir dans les entreprises et quand on peut apporter de la transformation en travaillant avec eux, eh bien c'est super parce on obtient des éléments, des leviers pour les amener à penser à leur travail. Et puis, il y a des situations où les personnes sont bien coincées parce qu'elles souffrent au travail et des interventions de professionnels comme nous, bah, c'est pas envisageable dans leur entreprise au moment où ça se passe.
Je pense que vous avez été, plus ou moins, pour ceux qui sont déjà professionnalisés, dans cette situation-là, de voir que certaines personnes vous disent: «Ben voilà, il y a tel et tel problème». On voit bien comment on pourrait intervenir en tant que psychologue du travail sur une prise en charge collective et pour autant ça ne se fera pas, puisqu'on n'aura pas la commande, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Est-ce qu'on les laisse ou est-ce qu'on les aide à penser? Et donc j'ai pris le parti, à partir de mes approches et de nos approches, hein, en psychologie, en clinique du travail, de les aider à penser leur travail. J'ai eu aussi l'occasion de me faire la main dans un service de santé au travail, qui m'a embauchée pour faire uniquement des prises en charge individuelles. Je n'avais pas du tout accès au collectif. Ça m'allait bien, voilà, ça me permettait un petit peu de pouvoir un petit peu approfondir, cette mise en place, de cette pratique, dans le cadre de prise en charge individuelle. Donc c'était des consultations, hein, étiquetées souffrance au travail, où les salariés m'étaient affectés entre guillemets dans des consultations étiquetées souffrance au travail par les médecins. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment mesuré, l'ampleur des besoins et également, par rapport à des professionnels, hein. J'ai été au contact de professionnels vraiment de tous bords, de tout niveau hiérarchique. C'était un service de santé, interprofessionnel, donc il y avait vraiment j'ai vu un très, très grand panel de professionnels qui, pour chacun, avaient des expressions assez personnelles dans leur manière d'exprimer leur souffrance et pour autant, on retrouvait assez régulièrement dénominateurs communs que l'on travaille dans nos approches, qui sont les réorganisations, l'impact sur les collectifs, le geste métier, la perte de repères, l'architecture du métier. Toutes ces choses-là, on peut les mobiliser en fait dans ces, consultations, pourvu qu'on ait le regard du travail. Et donc en fait, je me suis, comme je disais, un peu fait la main pour, valider un peu la pertinence de nos approches, pour soutenir la pensée de ces professionnels-là qui peuvent être très, très, très bousculés dans le travail par son organisation, par les mutations technologiques, par les reconfigurations des collectifs, par les réaménagements des espaces de travail, par les réorganisations, X ou Y, que ce soit, des processus ou, des changements d'équipe, des changements de procédures qui modifient les fondamentaux des régulations collectives et du vivre ensemble, les marches forcées vers des démarches que je qualifie d'hyper-standardisation, hein, de mon point de vue, ou de démultiplication des standards de production, qui amènent les professionnels à se trouver dans des injonctions paradoxales. Et ça se démultiplie un petit peu de partout. Et lorsqu'on les prend en charge, eh bien, ces personnes-là sont très souvent bien embêtées parce qu'en fait, confrontées à ces injonctions, il faut faire telle chose, mais on ne peut pas faire telle autre parce que telle procédure décide ça, et puis le collectif a changé, et puis la finalité du travail se modifie. Et puis finalement, dans l'histoire, est-ce que je peux continuer de faire mon geste professionnel? Est-ce que j'ai le sentiment d'être utile? Est-ce que j'ai l'impression de pouvoir faire un travail de qualité, en tout cas qui vaille le coup, et qui me permette d'avoir l'impression d'œuvrer pour, une œuvre commune? Eh bien, en fait, quand on les questionne sur le travail, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, et qui, sont un peu ces dénominateurs communs. Je vous donne un exemple. Un jeune ingénieur dans une industrie, c'est une industrie plutôt du côté, de la pharma, beaucoup, beaucoup de procédures, hein, et lui, il travaille à la logistique et à l'élaboration des programmes en logistique. Heu, il me dit: «Moi, l'amélioration continue de la production, c'est mon dada et c'est mon deuxième langage». Donc vous voyez que c'est un professionnel qui a plutôt l'habitude de ces mécaniques-là que bien souvent on décrit, hein. Hem, il est confronté à une nouvelle organisation. C'est une entreprise internationale, hein. Nouvelle organisation qui modifie, les différentes organisations, une externalisation des postes, de certaines fonctions à l'étranger pour des raisons de coût. Donc il y a une distribution, des nouveaux, salariés ou prestataires entre le Maroc et l'Inde. Et puis quand il me consulte pour la première fois, il est extrêmement en colère, hein. Il est jeune, il a moins de 35 ans. Il pleure et il crie presque. Il ne comprend pas du tout qu'avec toute l'énergie qu'il a, son master 2, ses compétences, sa connaissance, ses savoirs, tout ce qu'il peut mettre en œuvre, il soit mis de côté comme ça. C'est comme ça qu'il arrive un peu un petit peu dans ma consultation.
Ce qu'il me dit, c'est qu'on ne l'écoute pas quand il propose des choses. Parfois, on lui dit que c'est super intéressant, alors il y croit. Il a envie, il se dit: «Bah, c'est bon, ça va redémarrer» et puis, en fait, petit à petit, il se rend compte qu'on l'occupe juste pour qu'il s'épuise et qu'il rentre dans le rang. C'est comme ça qu'il me se présente la première fois. Alors, ce jeune-là, en fait, il me dit qu'il ne fait rien, qu'il n'a plus de travail, mais il a dans l'incapacité complète de pouvoir l'objectiver. C'est-à-dire et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors sur mes conseils, je me suis appuyée sur les méthodes, de la clinique de l'activité et surtout de la clinique des usages. Je lui ai proposé de faire une revue d'activité. Je lui ai donné un modèle et il l'a rempli et donc il a fait une revue d'activité de sa propre activité qu'il a annotée sur le modèle un petit peu des cliniques de l'usage et il s'est rendu compte en fait que l'ensemble des interactions de ces donneurs qui viennent de ces différents donneurs d'ordre, étaient dématérialisées et que finalement ça lui donnait une perte de repère sur les éléments tangibles de son travail. Et du coup, il avait beaucoup de difficultés à objectiver ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire avec son responsable. Et en faisant, un petit calcul, parce que c'est un professionnel de l'amélioration continue, il a calculé le nombre de mails grâce à cette revue d'activité-là qu'il recevait et en 3 mois, il s'est rendu compte qu'il est passé de 15 mails par jour à 1 mail par jour. Et donc à partir de là, on a accès, dans le cadre de son activité, à une manière en fait, on fait une analyse de l'activité avec lui et là, il se rend compte, en fait, qu'il n'a plus les droits à la suite de la réorganisation, qu'il a de moins en moins de mails, qu'il a de moins en moins de contacts, qu'il a plus les droits et les accès aux différents applicatifs pour faire son activité et en fait, s'il n'avait pas eu ce travail autour du travail et dans l'activité, il aurait eu plus de difficultés à pouvoir objectiver son travail et donc du coup à reprendre pied et en fait, en travaillant de cette manière-là, ça lui a permis en fait de se retrouver non plus sur le fait qu'il était un mauvais élément. Il me disait: «Je dois être comme vous dites, vous les psychologues, je dois être un mauvais objet». Alors, ben non, pas forcément. En tout cas, en psychologie du travail, c'est pas notre langage. Mais par contre, il a pu comprendre comment se distribuer son activité et comment il pouvait la mettre en place. Ce qui était important dans cette dimension-là, c'est que, il s'est rendu compte aussi que la réorganisation a eu un tel impact que cet isolement qu'il a pu éprouver, il était partagé par d'autres professionnels. Mais étant donné qu'il n'avait plus de lien et lui a pensé qu'il avait fait une erreur dans sa façon de se comporter, eh bien, en fait, il ne discutait plus avec ses collègues. Et de fil en aiguille, en fait, en revenant sur le contenu de son travail, on s'est attaché à reprendre avec lui intégralement tout ce qu'il devait faire dans le cadre de son travail, tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il ne pouvait plus faire, tout ce qu'on lui obligeait à faire. Vous connaissez un peu la paternité de cette phrase hein, qui vient d'Yves Clos, et elle est extrêmement intéressante dans ces consultations-là, parce que si on l'utilise et en se concentrant sur l'activité, la personne ressort d'une perception personnelle qu'elle est une mauvaise personne ou une personne infantilisée, elle revient sur le contenu de son travail. Donc moi, si j'avais pas été attentive, à ces éléments du travail, en tout cas à ces éléments de l'activité, j'aurais pu tout à fait, travailler avec lui sur les émotions parce que je vous rappelle, il est très ému ce monsieur, il pleure beaucoup, il crie quasiment, hein, au moment où il s'assoit dans le siège, j'ai pas le temps de mettre en place la consultation. Il était temps qu'on y aille et donc en fait, j'aurais pu me dire: «Mais en fait, ce jeune monsieur-là, il a des difficultés avec ses émotions, c'est un problème d'immaturité peut-être». Et en fait, au fur et à mesure, si on était allé là-dessus, on serait passé à côté du contenu, du travail qu'il avait et il avait lui-même beaucoup de difficultés du fait des émotions à le rendre tangible et de voir que c'était lié à la dérive organisationnelle. Donc aujourd'hui, ce monsieur, je lui ai demandé un petit peu des nouvelles. Il est sorti de cette entreprise, donc ça, il l'a fait, il était encore en consultation. Aujourd'hui, il travaille comme indépendant et je crois que toujours dans le même métier, mais avec des intervenants, avec des contrats extrêmement intéressants sur des entreprises du CAC 40 et je crois que ça marche très, très bien. Donc aujourd'hui, il a fait le passage.
Donc, vous voyez, ça, c'est juste un premier exemple qui me permet un petit peu de dire, ben voilà, qu'est-ce que finalement on peut faire de la prise en charge individuelle. Et alors, je vois des questions, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, hein, cette revue d'activité, je partage avec, sans aucun problème, si nécessaire, les différentes méthodes, si ça peut être utile aux autres, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est largement documenté aussi dans les différentes revues scientifiques que l'on peut faire, mais il n'y a aucun souci pour donner à voir ces éléments-là. Et du coup, voilà, pour quelles raisons finalement est-ce que je fais des prises en charge individuelles? C'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la voie royale pour modifier l'organisation du travail, ça restera, de mon avis, hein, la prise en charge collective avec des méthodes telles qu'on les développe en clinique de l'activité, en clinique des usages, mises en place par des psychologues qui sont formés. J'insiste un peu sur ce point-là parce que certains essayent de s'approprier une partie de nos méthodes, mais ça ne donne pas les mêmes effets parce qu'il n'y a pas les concepts derrière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cependant, pour les professionnels qui ne peuvent pas bénéficier de ce type de prise en charge, soit parce que leur entreprise ne connaisse pas hein, les interventions en entreprise, soit par choix. Alors, je vais revenir très rapidement, de manière très, très pragmatique. Les prises en charge, je viens de voir passer une petite question sur le nombre de séances qu'il a été nécessaire pour ce professionnel-là pour arriver à sortir de la stupeur, parce qu'en fait, il était stupéfait de ce qui lui arrivait, à raison d'une consultation tous les 15 jours pour ce monsieur. Il a fallu 4 mois pour l'amener petit à petit, parce qu'il y a tout un travail avec l'émotion et le retour à l'activité. C'est-à-dire que quand ils perçoivent que l'activité peut être, en tout cas la manière dont ils peuvent convoquer leur activité, l'épaisseur de leur activité, et quand ils reprennent contact avec tout ça, ça ne se fait pas en 45 minutes, 1 heure, hein. Il faut bien plus longtemps. C'est-à-dire que quand on leur donne cette possibilité-là de réincarner ce qu'ils font au quotidien, eh bien, en fait, moi, je n'ai quasiment plus rien à dire, hein, j'ai juste à les écouter. Parce qu'en fait, ils deviennent particulièrement prolixes. Si vous demandez à une personne de vous parler de son travail, au début, c'est un peu compliqué. Ils vous disent, ah ben, je fais un peu ça, je fais un peu ça. Et si on met en place nos techniques d'analyse de l'activité, comprendre le travail, comprendre leur activité, et on leur donne quelques relances, et en fait, ils viennent nous expliquer vraiment, mais de manière extrêmement fine, en quoi et comment leur travail il est empêché, en quoi et comment ils rêvent de leur travail, en quoi et comment ils ne peuvent plus faire de leur travail. Et nous, on a juste à reprendre des notes et à avoir ces éléments-là. Donc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, parce qu'il y a un registre émotionnel. Du point de vue identitaire, ces professionnels-là, ils sont terriblement touchés. Ils ont l'impression de ne plus être capables de valoir quelque chose dans l'entreprise. Je vous invite à Je, fermer je peut-être suis le toujours chat. dans mon fil, ne vous inquiétez pas, je suis toujours dans mon fil. Ce que j'aborde là, Mais je ne sinon, vous risquez. l'aborderai pas plus loin, il n'y a aucun souci. Mais D'accord. voilà, ça me paraissait aussi, effectivement, je n'avais pas noté qu'il pouvait être intéressant de le préciser. Donc voilà, environ 4 mois, environ à raison de 2 consultations par mois. Donc, je vous disais, alors on revient, merci Georges pour ce petit rappel. Pourquoi est-ce que je fais des prises en charge individuelles? Je sais très bien hein, que lorsque je fais des prises en charge individuelles, je ne modifierai absolument pas l'organisation du travail. C'est pas à ça que ça sert, hein. Il faut surtout pas espérer, en tout cas, il me semble, hein, qu'on ne peut pas espérer, en étant très honnête, transformer l'organisation à partir du moment où on est au contact d'une personne. Par contre, permettre à des professionnels de retrouver l'estime professionnelle, permettre à des professionnels d'être droits dans leurs bottes professionnelles, ça, il me semble que ça peut être fait. Ça ne change pas l'organisation. Ça changera peut-être leur façon d'apprécier le travail et de se rendre compte de ce qui leur appartient, c'est-à-dire dans leur personnalité, qu'est-ce qui, à un moment donné, a pu peut-être faire que ça a accéléré quelque chose. Ok, très bien. Mais ça ne fait pas tout, parce que dans un environnement donné et dans un contexte donné,
on peut aussi comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent professionnellement. Et avoir des professionnels de l'analyse de l'activité ou de la clinique des usages ou de la clinique de l'activité pour pouvoir penser ça, ça permet de se décaler. En tout cas, c'est comme ça que moi, je pratique. Et donc, en fait, vous avez des professionnels qui, on dit, ils font des burn-out. Alors, j'aime pas trop, hein, parce qu'ils ne le font pas, le burn-out, hein, ils le subissent quand même, hein. Ils sont victimes parfois de harcèlement, ils se trouvent dans des collectifs délétères ou agressifs, ou ils pratiquent, et donc en fait, ils se retrouvent dans des situations où ils perdent leurs repères. Et donc, pour quelle raison est-ce que je fais de la psychologie du travail du côté de la prise en charge individuelle? C'est pour les aider à penser leur travail en amenant ces professionnels-là à sortir tout doucement de leur propre perception, qui sont très agressifs. Je suis un mauvais agent, je suis un mauvais collaborateur, on m'a reproché le fait que j'étais impatient, que j'exigeais des choses, que je me comporte mal. Souvent, ça se passe comme ça, hein, les éléments déclencheurs. Et donc, à partir de là, ce qui est très important pour moi, c'est de les amener à saisir que dans leur activité, il n'y a pas que. Il y a tous les autres. Yves Clos dit bien, hein, les autres avec un grand A. Donc l'institution, les attendus de l'institution, mais aussi le geste métier, ce référent, le collectif également, les partenaires. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, on a une vision un peu plus systémique. Et quand l'activité prend toute cette épaisseur-là, ça permet à ces professionnels-là de se rendre compte de ce qui leur appartient, mais aussi de ce qui appartient aux collègues et à l'institution, de ce qu'il est possible de faire ou de ce qui n'est pas possible de faire. Et là, c'est assez magique, parce qu'en fait, il n'y a pas de pensée magique, mais c'est assez magique de voir que lorsqu'ils ont accès à nouveau à leur activité, eh bien, tout à coup, la pression, les émotions changent complètement de registre. Ils revisitent leur activité, ils réanalysent leur activité. Et à partir de là, moi, je deviens simplement un compagnon d'analyse. C'est-à-dire que c'est eux qui font les analyses. Je leur apporte des éléments, des éclairages, je leur dis, bah, tiens, est-ce que vous pensez que ça pourrait être ça? Comment est-ce que vous analysez les choses? Et je les amène à devenir des co-analysants avec moi de leur situation de travail. Donc ça nécessite bien évidemment que moi, je sois aussi en capacité d'alimenter certains éléments. C'est-à-dire quand ils m'apportent les choses avec leur langage, des fois, je leur dis, ben, là, est-ce que vous vous sentez empêché? C'est assez classique, hein. Est-ce que vous vous sentez empêché dans cette situation-là? Ah oui, oui, je me sens complètement empêché. Oui, ok, très bien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça se passe? Comment vous vivez les choses? Comment vous avez fait avec vos collègues? Et pour quelles raisons ça n'a pas pu se faire? Et en fait, on déplie comme ça l'intégralité de leur activité. Je fais volontairement ce geste parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la maïeutique. Et ce qui est très important, c'est d'amener finalement ces professionnels-là à reconvoquer dans leur pensée tout le collectif et tous les collectifs, toute la dimension interpersonnelle, toute la dimension transpersonnelle et toute la dimension impersonnelle, comme le dirait Claude. Donc, vous voyez que à partir des outils, je les ajuste pour les donner à penser auprès de ces professionnels-là. En faisant ce genre de choses-là, très souvent, quand je vous dis que c'est assez magique, ça prend un peu de temps, hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça demande beaucoup d'engagement, mais en fait, quand ils récupèrent de l'estime professionnelle, quand ils arrivent à comprendre ce qui leur est arrivé, qu'il y a des choses qui s'expliquent, à partir de là, en fait, les éléments de peur et d'angoisse changent de registre. La peur et l'angoisse, c'est quelque chose qu'on ne sait pas manipuler, nous, en psychologie du travail. Ça ne fait pas partie de nos registres. Ça fait partie du registre de la clinique du sujet. Et donc ça, on ne manipule pas très bien. Et aller du côté de l'angoisse avec la psychologie du travail, on ne fait pas grand-chose. Par contre, en ramenant les personnes autour de l'activité, en reconvoquant le collectif et les différentes dimensions de l'activité, eh bien, en fait, on fait changer ces affects-là, en tout cas par rapport à ce que j'ai moi pu observer.
Et ça leur permet de modifier complètement leur appréhension de la situation. Et ensuite, ils font leur choix. Soit ils continuent, ils retournent dans leur activité, pardon, soit ils changent complètement de travail et on les accompagne. Je vous donne un exemple. Une jeune femme, moins de 38 ans, qui est psychiatre et qui malheureusement fait un arrêt cardio-respiratoire au travail dans un contexte, je vais vous le reciter, mais je pense que ça va pas trop vous surprendre, dans un contexte de surcharge, extrêmement important, de travail associé à des exigences personnelles. Pardon, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Elle a des enfants en bas âge. Il y a des contraintes d'organisation du travail, hein, des baisses drastiques de moyens humains notamment, des personnes qui tombent malades, une augmentation des pathologies des personnes qui sont soignées, en tout cas une exacerbation des symptômes. Et puis quand elle m'explique, la situation, elle tente de pallier, elle tente de pallier, elle tente de pallier et puis, à un moment donné, on lui dit, «Mais, machine, en fait, on est bien embêté. Est-ce que tu pourrais nous aider à faire ça?» Et là, elle se sent un petit peu en malaise. Elle dit: «Bah, je vais voir». Et puis elle va voir sa collègue. Elle est à l'hôpital, hein, donc du coup, elle a été prise en charge et en fait, elle tombe et elle fait un arrêt cardio-respiratoire et elle tombe dans le coma et la seule chose à laquelle elle pense au moment où elle tombe, elle me dit: «Qui va pouvoir aller chercher ma petite fille à la crèche?» Donc je la récupère 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, pardon, après une première prise en charge, après une première convalescence, donc elle a fait coma, réanimation et autres et c'est sa psychiatre qui lui conseille de revenir, de prendre, attache avec un psychologue du travail parce qu'en fait, beaucoup de choses tournent autour du travail et en fait, la surcharge, elle est telle pour cette personne. Donc j'ai pris cet exemple-là parce que c'est pour vous dire à quel point, même quand on est outillé pour penser et je pense que les psychiatres font partie de ces professionnels qui sont outillés pour penser, la situation de travail était tellement dense, intense, fragmentée, avec, des changements, réguliers, des réorganisations, qu'en fait, elle n'est plus parvenue à penser toutes les situations. C'est son corps qui est tombé. Nous, on n'a pas travaillé là-dessus, c'est travaillé par ailleurs. Par contre, de pouvoir, heu, revenir sur ce qui a pu se passer, parce qu'en fait, ça a été tellement violent pour elle que le fait de se dire qu'une partie des raisons de son arrêt cardio-respiratoire pourrait peut-être être due à une surcharge de travail, en tout cas c'est l'hypothèse de sa psychiatre, eh bien elle avait carrément du mal à l'entendre. Voilà, c'était quelque chose qui était presque même inenvisageable pour elle, au moment où on la prend où la prise en charge se met en place. Et donc du coup, à partir on a repris, hein, la même méthode, l'analyse de l'activité. Donc je commence toujours sur les émotions. Avec cette personne-là, c'était très important. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Et puis après, on essaye de redécrire le travail. Décrivez-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ainsi de suite. Et petit à petit, sur 4 ou 5 séances, elle a pu me décrire son activité, donc toujours associé avec des émotions. Et au fur et à mesure, elle s'est rendue compte de l'impact de l'organisation du travail sur son impossibilité de penser les situations, en tout cas de tirer la sonnette d'alarme un peu plus tôt. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, qui lui a permis de reprendre pied dans son activité. Alors cette professionnelle-là a fait le choix de retourner dans son travail, dans son unité. Elle y est restée pendant 2 ou 3 mois. Elle s'est rendue compte que c'était un petit peu délicat de finalement, maintenir son activité dans cette unité-là et elle a pris en charge une autre unité aujourd'hui qui est juste les collègues d'à côté et aujourd'hui elle continue les consultations pour élaborer, un petit peu ses conditions de travail et voir comment, à partir de l'analyse de l'activité, elle peut retrouver des espaces de respiration. Et en fait, vous savez, quand, un professionnel, quand on lui redonne un peu quand le professionnel retrouve son estime professionnelle, en tout cas le sentiment quand je parle d'estime professionnelle, ce sont des concepts assez simples, en tout cas que nous manipulons tous, le sentiment d'être utile au travail, le sentiment de faire un travail à peu près de qualité, d'être à peu près fier de ce que l'on fait
bien partir de là, il retrouve confiance dans son geste professionnel. Il a à nouveau conscience de ce qu'il sait faire. Il a à nouveau confiance dans ce qu'il peut faire. On fait tous les liens là avec les capacités d'agir et le pouvoir d'agir, hein. Tant qu'on ne permet pas à un professionnel de revenir sur cette sensation, sur cette conscience de pouvoir faire des choses, c'est extrêmement difficile de lui proposer de retourner au travail. Et avec cette méthode-là, en prise en charge individuelle, on peut l'amener sur ce biais-là à avoir à nouveau conscience de son geste professionnel. C'est peut-être là qu'on peut agir, pas sur la transformation de l'organisation du travail, mais lui permettre au moins de récupérer la main sur ce qu'il peut faire et sur ce qu'il sait faire. Alors effectivement, lorsqu'il a le sentiment de pouvoir faire à nouveau un travail utile, il choisit l'espace dans lequel il veut le faire, hein. Soit il retourne dans l'ancien travail où il était, comme cette psychiatre, soit il change, comme ce jeune homme dont je vous ai parlé précédemment. Eh bien, en fait, ce qui est convoqué assez régulièrement et naturellement par les personnes, c'est le fait qu'il manque à chaque fois le collectif et d'avoir conscience que dans les organisations du travail, quelquefois, on ne parvient plus à faire appel au collectif, c'est une autre manière de le convoquer. Mais du coup, on peut identifier comment faire avec ses collègues pour essayer d'améliorer les choses. Et ils ont les solutions, hein, généralement, hein. Ils sont d'ailleurs extrêmement fins dans leurs analyses quand on devient des co-analysants avec eux sur ces éléments-là. Sur ces éléments-là. Dans ces conditions-là, je me dis que j'ai fait un pas trop mauvais travail. C'est voilà, et je me dis: «Je peux pas agir intégralement, surtout dans les entreprises». Quelquefois, ça bouscule, hein, les entreprises aussi, hein, c'est pas forcément simple. Faut pas oublier d'y aller, hein, la prise en charge individuelle ne doit pas se faire à la place d'une prise en charge collective. Mais, quand je vois ces professionnels, repartir les épaules, redressées et vraiment, je leur dis souvent, hein, si je pouvais prendre une photo, mais on peut pas, déontologiquement, c'est pas possible. Une photo au moment où ils arrivent en première fois en consultation et quand ils arrivent à reconvoquer leur activité et à en discuter eux-mêmes. Mais en fait, vous avez une personne qui est complètement différente. Quelquefois, ce sont les traits du visage qui changent. Là, je me dis: «OK, eh ben, il aura les outils, peut-être, pour continuer son travail et continuer son activité». L'idée, c'est pas que ce soit moi qui pense à leur place, hein. C'est bien de les aider à ce qu'ils puissent, lui ou elle, trouver son chemin. En fait, on met en chantier le bazar qui est dans leur tête, hein. Heu, Ils ont un bazar, ils me disent: «C'est un peu le bazar, c'est un bordel organisé, mon cerveau», ils me disent comme ça. Excusez-moi des gros mots, mais en fait, c'est ce qui se passe dans la consultation parfois. C'est vraiment le bordel organisé dans mon travail, dans ma tête. Puis je leur dis: «Bah, écoutez, c'est pas grave, on va mettre ça à plat». Ça va être un peu le chantier pendant quelque temps. On a un espace entre nos 2 sièges, ça sert à ça. Et puis on met à plat tous les trucs qui grattent, tous les trucs qui font peur, tous les trucs qui angoissent. Hem Et puis j'essaye à partir de, des outils de la clinique de l'activité et de la clinique des usages, à faire, ce qu'on pourrait appeler par ailleurs et qui ferait peut-être hurler certains de mes collègues, chercheurs, un peu de l'autoconfrontation. C'est-à-dire que je fais ou de la méthode du sosie, je fais du je des fois j'utilise ces méthodes-là quand je ne parviens pas à avoir accès à l'activité, quand la personne a même peur d'expliquer ce qu'elle fait. Je convoque un peu ces éléments-là. Je fais des effets miroirs. Je dis: «Ben, vous allez m'expliquer. Vous imaginez que, je dois vous remplacer demain et ça doit pas se personne doit se rendre compte que en fait, je vous ai remplacé. Par quoi on attaque? Comment je fais? Comment je fais pour vous remplacer et que ça ne se voie pas?» Ou quelquefois, je leur dis: «Mais vous m'avez dit qu'il y avait telle chose dans l'organisation, le collectif, tel élément, tel truc technique et puis machin qui a dit t» et je leur renvoie cette image-là. Je fonctionne beaucoup avec des images avec eux, avec un effet miroir, un petit peu comme une autoconfrontation, en fait. Et donc là, ils me disent: «Mais non, vous avez pas compris, c'est pas comme ça que ça se passe». Ah, je fais: «Ah mais je suis désolée, moi je sais pas, racontez-moi».
racontez-moi, faites-moi comprendre comment ça marche. Et en fait, ces outils-là sont extrêmement intéressants parce que du coup, on n'est pas intrusif en fait dans leur tête. Ça, c'est leur inquiétude, hein, c'est qu'on vienne dans leur tête. On n'est pas connoté des psys classiques. Mais en fait, on met le travail au milieu entre nous et puis je leur dis: «Ben, vous allez me faire comprendre, ce qui se passe pour vous, en fait, dans votre travail». Et puis je leur dis: «Mais j'ai compris là?» ou «Ah oui, oui, vous avez bien compris. Mais alors par contre, là, vous vous êtes trompés. C'est pas comme ça que ça passe». Et donc quand je les ai comme ça en train de me dire: «Ah non, non, c'est pas comme ça que ça se passe». Je me dis: «OK, ils reprennent un petit peu, ils reprennent entre guillemets «du poil de la bête» et ça me va bien». Mais pour pouvoir faire ça, en fait, il faut que moi j'ai des grilles de lecture, hein, qui me viennent, des apports en clinique de l'activité, en clinique des usages. C'est ce qui me permet justement de pouvoir leur renvoyer, ces éléments de l'activité que je traduis. Et si ma traduction est la bonne, tu vois, je leur dis: «Je vais vous traduire ce que je veux dire ce que moi j'ai compris, c'est qu'une traduction. C'est vous qui devez valider». Un petit peu comme si on faisait une traduction d'un livre. Vous écrivez en français, vous voulez faire publier votre livre en Hollande, vous ne parlez pas le hollandais, vous demandez un traducteur. Il faut quand même s'assurer que la traduction traduise à peu près, il y a toujours une transformation, mais que ça traduise quand même quelque chose qui soit dans le sens. Donc c'est ce que je leur dis. Il faut que ce que je vous traduis fasse du sens pour vous. Et du coup, ça marche pas trop mal. En fait, en faisant comme ça, il me semble, que je prête un petit peu, avec l'aide, des différents auteurs, bien évidemment, parce que moi je ne suis pas capable de faire, ça toute seule. Il me faut l'aide des différents auteurs. Je prête un petit peu mon espace de pensée, tous ces auteurs que j'ai, mis dans mon cerveau pour, prêter cet espace-là à ces professionnels-là, pour qu'on puisse penser par et dans le travail. Et ça, c'est extrêmement fondamental et c'est particulièrement fertile. Je n'ai pas regardé l'heure, Georges, vous me dites, hein? Là, vous êtes parfaite. Donc, si on a l'habitude que les intervenants débordent un peu, donc on va vous laisser ce loisir-là si vous voulez, et ou Très sinon, bien. Il m'en on attaque reste directement par les questions. très bien. Le dernier point, maintenant que je vous ai un peu présenté ma pratique, peut-être faudrait-il aussi, avoir quelques éléments, heu, de distinction, qu'est-ce qui nous distingue, dans notre pratique? Alors je l'ai dit par l'expérience, mais peut-être est-il bon de pouvoir repréciser, repartager avec vous, ce qui nous distingue, dans notre, travail, des psychologues cliniciens. Et dans ce que je dis et ce que je vais dire, il y a aucun jugement et aucune guerre de chapelle. En tout cas, moi, je ne sais pas, ça m'intéresse pas tellement. Ils ont une pratique que moi, je ne sais pas faire et j'adresse, quand la prise en charge sur le travail est, suffisamment avancée et qu'ils peuvent retourner au travail, que des problématiques à titre plus de leur, subjectivité personnelle se fait jour, j'oriente auprès de confrères et de consoeurs. Prendre en charge individuellement en psychologie du travail, je pense qu'il est très important de repréciser, en tout cas de peut-être le remarteler, que ce n'est pas faire une prise en charge individuelle du sujet. En tout cas, c'est extrêmement important. Même si c'est le sujet qui vient nous parler de son point de vue, de la souffrance qu'il éprouve, on voit bien que si on veut s'attacher à analyser l'activité, c'est pas une problématique interne du sujet qui est à l'origine de cette souffrance-là. Alors, il y a une méthode assez simple. Si les personnes qui vous consultent maintenant, parce que vous faites déjà cette pratique ou que vous voulez la mettre en place, généralement, quand on a une personne qui est en arrêt de travail, c'est souvent le cas d'ailleurs, eh bien, à partir du moment où alors les médecins sont de mieux en mieux outillés et permettent généralement la sortie, toutes les sorties autorisées. Ça, c'est fabuleux. Parce qu'en fait, moi, je leur prescris, je leur dis comme ça, je me deviens prescriptrice à ce moment-là uniquement. Je leur dis: «Alors la prescription, c'est vous allez voir les copains,
Vous sortez avec, votre compagnon, votre compagne, le chien, le chat, qui vous voulez. Vous allez rencontrer du monde, vous allez vous noyer dans le social, vous allez faire des expos, vous allez au ciné, vous allez au resto, vous allez vous balader, vous sortez, vous allez voir le monde et puis vous allez me dire ce qu'il en est. Et quand ils le font, des fois, ils me disent: «Alors je suis bien embêtée parce qu'en fait», et ils le disent comme ça: «Je suis très embêtée parce que, je crois que j'ai vraiment pris du plaisir dans le repas de dimanche, avec des amis, mais alors ça me pose un problème parce que normalement, bah, je suis arrêtée, donc ça veut dire que je suis malade». Bah non, vous n'êtes pas malade, vous êtes en souffrance. C'est pas la même chose. Vous n'avez pas une pathologie qui peut être transmise à quelqu'un d'autre. La souffrance au travail, ça se communique pas. Ça se vit à l'intérieur de soi, mais ça se communique pas. Et je leur dis généralement, pour moi, c'est un bon signe. Si vous avez pu sortir de cette situation-là et de cette stupeur et avoir un peu de plaisir à l'extérieur, c'est plutôt en faveur, dans ma clinique, hein, je me rends compte que c'est plutôt en faveur d'une vraie problématique au travail. Quand je leur renvoie ça, eh bien, ils développent encore plus les liens avec les autres et ça soutient la réflexion autour du travail. Parce qu'en fait, avec le regard des autres, ils se rendent compte de qui ils sont pour de vrai en tant que sujet. Et ils peuvent reparler du travail et ça permet un petit peu de dédramatiser les choses. Donc, la différence fondamentale entre la psychologie clinique et la psychologie du travail, c'est qu'en psychologie clinique, je crois avoir compris qu'on écoute un sujet, son vécu, ses émotions, ses éprouvés, qu'on convoque son inconscient pour l'aider à comprendre, se comprendre et se transformer. Hein, vous notez se transformer. En clinique du travail, il me semblerait qu'on écoute le travail tel qu'il se fait, comment il se fait, dans une situation donnée. Et il me semble que à partir du moment où on travaille ensemble à élaborer la situation de travail, en fait, c'est le rapport au travail qui est changé. On ne se transforme pas, mais on transforme le rapport subjectif que l'on a au travail. C'est pas du tout la même chose. Ça mobilise pas du tout les mêmes processus. Si j'ai bien compris, la clinique du sujet, on s'intéresse aux défenses du sujet. Là où la clinique du travail s'intéresse à la compréhension du réel du travail, avec les différentes implications que ce réel a sur l'activité, donc sur le sujet, sur le collectif, sur les attendus du travail et sur le geste professionnel. Et puis finalement, travailler sur le réel du travail, c'est travailler sur le rapport au contenu du travail, sur l'engagement subjectif qui est mis par le professionnel, sur la place du geste métier et comment les ressources techniques et humaines se distribuent dans l'organisation. Par exemple, je finirai avec ça, une manager experte dans la gestion de projet, avec plusieurs professionnels. Elle est N-2 d'une très grosse PME événementielle. C'est un poste qui nécessite d'être présente sur 2 villes qui sont distantes de 100 kilomètres, avec de très, très gros horaires. Elle est très fière de faire son travail, elle a de la reconnaissance qu'on lui apporte en tant que personne fiable. C'est comme ça qu'elle me présente les choses lors de la première consultation. Avec mon analyse de l'activité et son analyse du travail, on se rend compte que le volume horaire, il est de près de 60 heures par semaine. En plus des déplacements, bien sûr, parce que sinon, c'est pas marrant. Et brutalement, en fait, elle se trouve arrêtée, tout simplement parce que du jour au lendemain, elle ne peut plus aller au travail. Elle monte dans sa voiture et elle appelle son mari. Et elle lui dit: «Écoute chérie, faut que tu viennes me chercher, je ne peux pas aller au travail, je ne peux plus bouger». Donc son mari vient la chercher, le médecin, arrêt de travail, heu et donc elle vient me voir et elle m'explique qu'en fait, elle a eu un accompagnement, dans une autre situation de surcharge au travail, par un psy, puis par une coach de vie. Elle me dit qu'elle a fait un gros travail sur elle, mais qu'elle ne peut plus aller au travail et qu'elle ne comprend pas, malgré le travail qu'elle a fait sur elle, qu'elle ne puisse pas y aller. Elle me dit qu'elle a une fracture de fatigue au pied. Elle a plein de signes d'atteinte cognitive, hein. Elle me dit, qu'elle a des pertes de mémoire, elle fait des listes, elle est irritable, elle dort peu, mais elle me dit: «Mais en même temps, moi je suis comme ça, je suis une femme battante». OK, elle est toujours à penser à tout et à tous.
Ça, c'est important pour elle. Le milieu dans lequel elle évolue, on se rend compte qu'il est extrêmement masculin et qu'elle est la seule femme. Elle est très, très fière de son poste parce qu'en fait, c'est un peu dans son histoire familiale, heu, milieu ouvrier, besogneux, des gens qui font tout pour pousser leurs enfants et elle, elle atteint un poste de cadre. Donc on note bien, hein, toute la dimension, extrêmement importante pour elle, tout ce que ça représente. Quand je lui fais parler de son travail, de son geste métier, elle se rend petit à petit compte, avec un peu d'effarement, que tout ce qu'il a construit du point de vue de son identité professionnelle, elle le fait, elle me dit en loose day, en cachette. Toute la valeur de son travail, tout ce qui est important, elle le fait en cachette. En cachette de quoi? En fait, elle se rend compte qu'en fait, tout ce qu'elle elle met en place, c'est en deçà de la manière dont le milieu masculin la convoque. Il considère qu'elle est une excellente petite maîtresse de maison. Ses responsables et ses collègues ne se cachent pas de lui rappeler que sans elle, la maison ne tournerait pas. Vous voyez le vocabulaire? Elle est tellement fière de son travail qu'elle passe par-dessus, elle ne se rend pas compte qu'elle passe par-dessus et toute la valeur, l'activité, elle est faite en deçà. Et donc, en fait, en analysant ensemble, on se rend compte qu'elle a 2 activités. L'activité de la femme de maison et l'activité de la chef de projet. Donc, vous voyez bien à quel point ça peut être extrêmement intéressant d'aller rendre compte d'une activité à partir aussi d'un genre professionnel. En tout cas, là, ici, on a le genre féminin et masculin qui ont convoqué. Vous connaissez tout autant que moi toutes les défenses et les stratégies qui peuvent être mises en place. Elle se rend compte du coup, elle me parle qu'elle a perdu finalement tous ses repères professionnels. Elle me dit: «J'ai perdu mon fil à plomb. Je ne sais plus. Je me rends compte en vous disant tout ça, que je comprends pourquoi je pouvais plus y aller». Elle me dit comme ça: «Je ne pouvais plus y aller, j'ai perdu mon fil à plomb». C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle me parle alors de situations de lorsqu'elle était petite fille avec son père, avec sa mère, plus tard avec son premier mari. Et en fait, je pourrais m'attacher à aller là-dessus finalement, hein, si je voilà, pourquoi pas. Mais si je fais ça, je passerai à côté de l'épaisseur de son activité professionnelle, de la double épaisseur de son activité professionnelle. Et en fait, quand elle me convoque son mari, ou son père, sa mère, en fait, elle convoque une dimension domestique. C'est de ça dont elle parle. Mais c'est aussi de ça dont parlent ses collègues. C'est l'activité qu'elle met en visibilité avec ses collègues et avec son responsable. Et elle me dit: «Mais en fait, je me rends compte en vous le disant que jamais j'aurais dû accepter ça. Mais je me suis pas rendu compte à quel point ça pouvait m'impacter». Donc aujourd'hui, hem, elle est sortie en fait de cette situation de stupeur. Elle a entamé un accompagnement avec l'APEC et elle est en train de trouver une autre situation. Le fait d'évoquer, de cette manière-là, hein, le lien avec, son père, sa mère et tout ça, c'est des choses que moi je peux pas prendre en charge et je l'ai adressé auprès d'une conf de confrères cliniciens qui font partie de mon réseau, pour qu'elles puissent continuer, ce travail-là. Donc de temps en temps, elle me donne des nouvelles et elle est bientôt prête à retrouver un nouvel emploi. Elle est en phase de recrutement, sur ces éléments-là. Est-ce que Georges, j'ai encore 2 minutes? 1 et demie. Bon. Allez-y. Un autre exemple, une responsable commerciale, non, une responsable comptable, c'est moi qui lis mal. Elle a une très grosse expérience, c'est vraiment son domaine. Elle vient de changer de poste, après une quinzaine d'années dans une grande entreprise, un poste de, responsable de la compta, je ne sais plus exactement le terme. Sur ce nouveau poste, où elle est recrutée, elle a une, N+1 qui a été recrutée 1 mois avant elle, donc quelques semaines. Cette, N+1 n'a pas le même métier qu'elle, elle n'est pas comptable, elle est financière et en fait, c'est peut-être anodin, mais finalement, ça a beaucoup d'importance. Donc, en 2 séances, cette personne-là, on se concentre sur le travail et elle m'expose ce qui lui pose souci. Elle me dit: «Je comprends pas,
Je m'accroche beaucoup, à un besoin, enfin, il faut que mon poste est mal dénommé, la dénomination de mon poste ne va pas. Il ne rend pas compte du travail réel que je suis en train de faire, de ce que je peux faire. Et puis, j'en ai parlé à ma chef, à ma N+1 et puis, bah, fin de non-recevoir, on m'a dit, «Pas pour maintenant, on verra ça dans 1 an» et je suis extrêmement meurtrie parce que c'est vraiment pas mon travail, c'est vraiment pas mon activité, je ne comprends pas. C'est un travail que je faisais déjà auparavant, voilà, on sent bien, hein, de quelle manière elle est blessée, hein, narcissiquement. Lors de son entretien annuel qui a eu lieu, la semaine dernière, sa responsable lui pose un objectif. Parmi les différents objectifs, elle lui en pose un petit peu différent, je vous le partage. On lui demande qu'elle soit en capacité de gérer son impatience. Ça fait bizarre, hein, je vois des sourcils se soulever. Bon, alors je lui dis: «Ben, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, gérer une impatience?» Donc, de fil en aiguille, elle m'explique qu'elle est très meurtrie. Et je dis: «Mais c'est quand même bizarre, on a l'impression que vous êtes une petite fille, quoi». Comme si finalement elle était un peu capricieuse dans l'histoire. Mais, hein, elle me dit: «Mais moi, je vais aller la voir et je vais lui dire qu'il faut qu'elle me mette des objectifs SMART». Donc soutenable, mesurable, après je ne sais plus lesquels, autres, mais en tout cas quelque chose qui soit tangible et extrêmement elle a raison, hein, extrêmement compliqué de rendre tangible, la question de la patience. Donc je lui dis: «Ben, j'ai un peu du mal, hein», au moment où elle me dit ça, je me dis: «Ouh là là, comment je vais attraper le machin?» Je lui dis: «Beh, comment ça se passe dans le travail? Vous m'avez dit que vous n'aviez pas le même métier et que c'était compliqué». Et donc là, en fait, elle m'explique très simplement, que quand elle, fait son travail, sa responsable, voilà, sa responsable, son objectif, c'est de faire gagner du temps. Et donc, tout le temps du travail est fait pour gagner du temps. Donc elles mettent en place des outils, des machins, des trucs, mais sur une modalité du financier. C'est un métier particulier qui est peut-être demandé à cette responsable-là, hein, il n'y a pas de souci. Ma consultante, elle, ce qu'elle est, c'est comptable. Elle me dit: «Comptable et financier, ça se parle, mais on ne fait pas les mêmes choses. Un comptable, c'est tatillon, ça fait des fouilles, ça fait des recherches, ça passe son temps à se poser des questions et il faut que les comptes soient justes. Le financier fonctionne par grosse masse». Mais l'analyse de l'activité permet de faire ça. Et donc, de fil en aiguille, elle me dit, mais il y a quelque chose qui est décalé. Il y a un décalage qui est imposé par le management de cette responsable, de cette nouvelle manière de faire. Et donc, je dis, mais ça vous fait penser à quoi tout ça? Et là, elle peut m'exprimer qu'en fait, elle est devant une perte. Elle me dit, je perds mes repères. C'est le bordel organisé dans ma tête. C'est pas comme ça que le métier se fait. J'ai vraiment l'impression que je ne suis pas professionnelle. Mais en même temps, ce qu'elle me propose, c'est drôlement intéressant, mais ça va pas non plus. La valeur de mon travail, si je ne fais que ça, la valeur de mon travail n'existe plus. Et puis surtout, je crois que j'ai pas mon mot à dire. Vous voyez l'analyse de l'activité, comment elle peut amener à se décaler de quelque chose qui est une perception comportementale. Si elle reste collée, cette personne-là, à ce que sa chef lui dit, il faut gérer ton impatience. Bah, elle va essayer de gérer son impatience, mais on n'est pas sur le contenu du travail et on se rend compte qu'il y a un décalage dans le contenu du travail entre ce qui est demandé par la responsable et ce que cette professionnelle peut faire, veut faire et qui est dans les règles de l'art de son métier. Et là, on se rend compte, elle me dit: «Mais en fait, j'ai l'impression que cette dénomination, ben, en fait, j'en ai besoin parce que j'en ai besoin parce que je risque d'être reconnue dans ce que je fais». Parce que vous comprenez, Nadia? Si je vais du côté de ma chef et si je me projette, dans 1 an ou dans 2 ans, est-ce que je vais encore être capable de faire mon travail? Dans les règles de l'art du métier que j'aime, celui de comptable. Donc en fait, on voit bien que la question de la reconnaissance est présente et qu'en allant faire cette dénomination, peut-être qu'elle cherche une reconnaissance, mais du coup, en allant sur la dénomination du poste, elle passe à côté du contenu du travail. Elle me dit: «Tiens, votre hypothèse, elle m'intéresse». Donc là, on a un rendez-vous dans 10 jours
Et donc, elle va essayer de voir comment elle peut recombiner, à partir du contenu du travail, des stratégies qu'elle peut mettre en œuvre. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là, heu, sur, sur ces expériences-là. Peut-être un petit point de vigilance. Ça peut sembler facile d'aller sur la prise en charge individuelle en psychologie du travail, mais en fait, ça demande quand même d'avoir des vrais bagages, me semble, en clinique, de l'activité, en clinique des usages, en clinique du travail et que, ce sont des prises en charge qui sont assez exigeantes parce que, on parle du travail à 2 et je pense que pour les nouveaux diplômés, peut-être qu'il faut être vigilant, c'est pas une solution de facilité, c'est une autre manière de prendre en charge le travail. Je vous remercie beaucoup. Je vais m'arrêter là. Bah, écoutez, merci beaucoup, Nadia. Je pense Mmh. que c'était effectivement très intéressant. Alors, n'oubliez pas de couper vos micros, toutes et tous. Et je vais tenter un exercice qui est un peu laborieux, c'est de ramasser les différentes questions pour en faire un nombre plus restreint et thématique. Alors, en fait, il y a beaucoup de questions justement autour des limites de la prise en charge individuelle quand on fait de la psychologie du travail. C'est-à-dire à partir de quand, soit sur quel objet, quand euh, le patient traite de quelle thématique, faut-il l'orienter ou faut-il arrêter de vouloir traiter ça et l'orienter vers un confrère plus à l'aise avec la clinique du sujet? Faut-il avoir un bagage en psychopathologie? Est-ce que c'est aidant ou au contraire, ça n'est pas facilitant, c'est plutôt incompatible? Euh, Quand on a une personne, elle nous adresse des problèmes tant au travail, mais la personne étant unique, elle vient avec l'ensemble des conséquences de son mal-être ou de sa souffrance dans ses répercussions travail et hors travail. Bon, peut-être ça fait déjà pas mal C'est déjà pas de mal, hein, parce sujets. que vous Ouais, m'avez dit: «Je vais tenter de ramasser en une ou 2 thématiques». Je crois qu'il y en a déjà 4 ou 5. exactement. Et c'est un peu la question des limites de quand est-ce qu'on arrête, on ne se sent pas compétent, pas légitime. Les pathologies lourdes qui peuvent surgir, comment les pathologies et les psychopathologies lourdes, bah, comment on fait avec ou à côté. Vous voyez, c'est un peu ce genre de questionnement qui... Mmh, 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 mmh. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de refaire des petits paquets et vous allez me reposer les questions au fur et à mesure, histoire d'avoir, des réponses qui sont peut-être un petit peu cernées. La première, la question du patient, vous avez employé le terme de patient. Le deuxième, le cas des psychopathos lourdes, est-ce qu'on fait avec ou à côté? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis les répercussions travail et hors travail, hein. Je vais commencer par ces points-là, puis on affinera en fonction de, hein, si vous en êtes d'accord. Alors moi, j'appelle pas, les personnes, je ne sais pas si vous avez entendu, je les appelle mes consultants. Ils me consultent, en fait. Je les appelle pas des patients. Pour moi, c'est extrêmement important parce qu'en fait, je considère pas qu'ils sont malades. Quand on est patient, on est potentiellement malade et moi, je considère pas qu'ils sont malades. C'est le travail qui est malade, en fait et c'est parce que le travail est malade et qu'ils n'arrivent plus à faire leur travail. Et donc c'est pas eux qui doivent porter, la responsabilité quelque part. Je suis pas sûre qu'il y ait de vraie culpabilité, hein. J'ai pas de réponse à ça. Mais je suis pas certaine qu'ils doivent porter la responsabilité d'une pathologie ou d'une maladie. Par contre, ils sont en souffrance parce qu'ils perdent leurs repères et qu'ils sont dans l'incapacité de donner du sens à tout ça. Et donc en fait, je les appelle pas des patients, je les appelle des consultants. En fait, ils ont un problème, ils ont une énigme. Et ils me consultent pour essayer d'avoir des éléments. Ils viennent avec leurs problématiques et on en discute ensemble. Je la transition, la transaction, je dirais, je l'ai faite comme ça. Les salariés, je les appelle aussi des salariés, mais ils viennent en tant que: «Bah, voilà, madame Barville, bah, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider à l'éclairer?» Souvent, c'est ça qu'ils me disent. Puis à un moment donné, ils me disent: «Mais en fait, est-ce que je suis malade ou est-ce que je suis pas malade?» Bah non, vous êtes pas malade. La preuve, quand vous allez,
faire un repas avec des amis ou boire un verre avec des copains, bah, vous vous marrez. Ce qui veut bien dire que vous n'êtes pas malade. Si vous avez une maladie, vous pouvez aller boire un verre avec vos amis, vous allez être au 36e dessous, hein. Ça va pas être possible. Factuellement, quand on est malade, c'est comme ça que ça se passe. On peut pas faire. Alors que là, il y a quelque chose qui se fait ailleurs. Ça veut bien dire qu'au travail, il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est pas parce que ça cloche qu'ils sont malades. Ils sont souffrants, mais ils ne sont pas malades. Ça me permet, moi, de cette manière-là, de les amener à considérer, la responsabilité différemment. Ne pas la porter intégralement sur leurs épaules. Le deuxième point, le lien avec les psychopathologies lourdes, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on fait avec ou à côté? Alors quand on parle de psychopathologie lourde, hein, on a, toutes les psychoses, on a, les psychopathologies ou les psychopathies de type, les effets paranoïaques, les borderline, effectivement, on peut être confronté à ce genre de choses-là, mais c'est très rapide, hein. Quand vous leur parlez du travail, ils viennent en fait, ces gens-là sont tellement en difficulté avec leur propre pathologie que lorsqu'ils vous parlent du travail, vous avez le sentiment qu'ils sont à côté. La parole n'est pas complètement incarnée et c'est extrêmement intéressant de voir à quel point finalement, c'est comme s'ils parlaient à travers un hygiaphone et ils sont pas complètement connectés. Les émotions sont pas forcément corrélées au contenu du travail, mais par rapport à une perception, quelque chose qui les aura agressés et qui émanera de la situation de travail, de la situation sociale. Mais si on les ramène sur une analyse d'activité, généralement, ça tourne en boucle et on a beaucoup de mal à dépasser les premiers niveaux de l'analyse de l'activité. En fait, dans ma pratique, ça se passe comme ça. Et quand c'est comme ça, je prends énormément de pincettes parce que si cette personne, elle vient me voir, c'est qu'elle a besoin d'un contact, c'est qu'elle a besoin d'un lien. Je ne peux pas la prendre en charge. Et donc, tout doucement, je travaille avec elle sur 2, 3, 4, 5 séances pour l'amener tout doucement à se rendre compte que elle pourrait être accompagnée mieux ailleurs par quelqu'un d'autre que je lui recommande. Quelquefois, vous avez des personnes qui sont porteurs de difficultés, de troubles, par exemple borderline, hein, et qui sont capables, de pouvoir avoir une connexion avec le travail et le travail justement leur permet de stabiliser, de socialiser, leur permet de pouvoir faire quelque chose. Si l'environnement professionnel est suffisamment plein de ressources pour leur permettre de les activer malgré les réorganisations, alors là, on peut les accompagner sans toucher à leur pathologie. Vous voyez? C'est intéressant de voir comment l'activité va permettre vraiment à la personne, de pouvoir être, comme le dirait Canguilhem, comptable de ses actes et ça permet de protéger certaines on le voit, hein, on n'y touche pas, c'est protégé, ça bouge pas, c'est parfait. Si ça bouge, on oriente. Et le travail, quelquefois, pour ces professionnels-là, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Ça leur permet de tenir socialement. Alors, est-ce qu'il faut être formé en psychopathose? Heu, à mon avis, si on n'est pas formé en psychopatho, au moins d'avoir un peu la compréhension, hem, des différents troubles, des structures de la personnalité, comment ça se met en place, de manière à savoir quand on est un peu gêné, que ça roule pas comme je vous l'ai raconté. Quand on n'a pas de problème de pathologie, ça roule un peu comme je vous l'ai raconté. C'est mouvementé, c'est dense, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions, mais ça roule en fait. On arrive à descendre assez finement dans l'activité. Hem, je me suis du coup, reformée un peu à la psychopathologie pour m'assurer que je fasse pas de bêtises et pour bien identifier les frontières. Autre élément, vous avez entendu que sur 2 ou 3 situations, les professionnels évoquent des situations personnelles.
Et au tout début, j'ai été extrêmement, embêtée, parce que je me dis: «Ouh là là, qu'est-ce que je fais là?» Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en restant bien sur le contenu du travail, et les personnes me disent: «Mais je comprends pas, je suis en train de vous parler de ma vie alors qu'on est en travail». Et donc c'est eux, hein, qui m'ont amené, cette manière, cette, façon de faire cette transaction. C'est-à-dire que je leur ai dit: «Mais si vous me le dites, c'est qu'il doit y avoir un lien. À quoi ça vous fait penser dans le cadre du travail?» Donc je ne rentre pas sur le contenu. Ils me parlent de ce qui leur pose problème. Quelquefois, ce sont des traumas, hein. Il faut s'accrocher un peu quelquefois quand même, hein. C'est pas c'est ça peut être assez dense, hein, ça peut être, extrêmement rude ce qu'ils partagent. Ça signifie qu'ils sont en capacité de le partager. Et donc du coup, ça permet des fois de rendre compte, quand les personnes évoquent des traumas dans l'enfance ou, des agressions plus tard, à quel point ce qu'ils vivent est violent. Et c'est tellement violent dans le cadre du travail, tellement impensable que ça puisse se mettre en place dans le travail, que le seul moyen qu'ils ont de l'illustrer, c'est avec quelque chose qu'ils ont déjà connu. Et quelquefois, le travail peut être extrêmement violent. Et donc du coup, je me sers simplement de ces éléments-là, peut-être pour aller voir, s'il y a des éléments de violence dans le cadre du travail. Voilà pour la psychopatho. Et répercussions travail hors travail. Comment on va attraper le machin? Assez généralement, quand on va pas bien au travail, quand on est au travail, hein, vous et moi, nous sommes des professionnels. Quand on est au travail, on a notre face professionnelle, hein, un peu à la Goffman, hein, et on tient le choc dans le cadre du travail, hein. On montre pas, qu'on est ébranlé, en difficulté. Et quelquefois, quand ça se montre, ça veut dire que ça a été assez loin. Quand on rentre à la maison, on se relâche. Et c'est à peu près là qu'on peut exprimer le mal-être en fonction de qui on est, de sa personnalité. Et on voit très souvent, des situations où le contenu du travail et le cadre du travail se délitent, et en parallèle, une dégradation dans le cadre personnel, soit des problématiques avec des enfants, soit des problématiques dans le couple, soit des problématiques avec la famille. Donc, assez souvent, par contre l'inverse, hein, c'est-à-dire que des problématiques qui sont liées, à des problématiques personnelles ont moins de répercussions dans le cadre du travail. Généralement, c'est géré autrement et ça impacte moins, la sphère du travail. Mais le fait que, les répercussions, dans le cadre, hors travail, de ce qui peut se passer dans le travail, c'est assez courant qu'on le rencontre. Et assez souvent, ça se manifeste, par, une modification du comportement, des personnes. Soit elles sont, plus irritables, soit distantes, soit déconnectées, soit elles ne parviennent plus à faire les tâches ménagères et à partager les tâches ménagères. Donc, et du coup, ça permet de le voir. Ça me fait penser, une prise en charge, que j'ai eu à faire hier. Un monsieur, dans une grosse entreprise, consultant, hein, sur des sujets extrêmement pointus. Je le Première consultation il y a un mois, pour lui, il peut pas faire autrement qu'une consultation par mois, donc je le voilà. Et il m'explique, hier, qu'en fait ça va pas bien parce que, il y a 3 semaines, sa femme a demandé le divorce. En plus, d'une situation d'épuisement professionnel particulièrement avancée, diagnostiquée par le médecin, et effectivement, tout montre qu'il est dans cette situation-là, et c'est le deuxième burn-out de sa vie. Et donc en fait, pour lui, il est tellement sidéré, tétanisé par ce qui se passe au travail et par son incapacité à pouvoir, tenir dans des conditions, extrêmement importantes, que il con la demande de divorce rajoute, un choc supplémentaire. C'est un monsieur qui est complètement tétanisé, qui n'arrive plus à penser, et qui me dit qu'il n'était pas présent à la maison, mais qu'il était persuadé que tout allait bien avec sa femme. Et il me dit en même temps: «Mais je mangeais avec les enfants et puis après je me reconnectais pour faire mon boulot, et puis, bah, on sortait quasiment pas le week-end, mais en fait ça allait très, très bien avec ma femme». Ça peut être ce cas de figure-là. Alors je ne sais pas si c'est,
répercussions au travail et hors travail, si je suis dans les clous ou pas sur ce type de réponse. Si. Il nous reste 10 minutes. Alors, il y avait d'autres thématiques qui émergent aussi. C'était quels outils, quelle formation, comment s'aguerrir un peu quand on est formé en clinique du travail euh, à un accompagnement et une prise en charge individuelle. Que recommanderiez-vous? Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a sous la main? Je vous prie d'élaborer. On en a déjà parlé, donc je Bon, connais un peu votre ceux qui me profil. connaissent savent que j'ai l'habitude de ce type de sortie. J'ai vu passer quelques noms de personnes que j'ai croisées dans les cours et dans les échanges, donc ils savent que je peux faire ce genre de choses-là. En fait, ce qui est très important, c'est peut-être déjà de bien s'assurer qu'on mobilise les tenants, les aboutissants des approches en clinique de l'activité, en clinique des usages, en psychodynamique. C'est déjà extrêmement riche d'avoir toute cette mallette à outils-là, à pouvoir le mobiliser dans ce cas de prise en charge. Si ça concerne uniquement le travail, on a largement de quoi faire avec tout ça. Il est peut-être nécessaire de refaire une petite passe pour bien s'assurer de saisir de ce qui se passe de personnes qui sont porteurs de pathologies, de voir ce que cela peut faire, mais pour s'assurer de ne pas faire de bévues, hein. Mais de toute façon, c'est assez simple. Vous allez très vite vous rendre compte que si vous amenez la personne sur une analyse de l'activité, si la personne, elle n'y va pas, si ça résiste, si vous n'arrivez pas à attraper le travail malgré le fait que vous lui proposiez par les différentes méthodes de parler de son activité, c'est très simple, ça signifie qu'il ne peut pas élaborer sur le sujet. Ça veut dire que son élaboration doit être ailleurs. Et donc là, il faut essayer de voir comment on peut l'orienter. Et généralement, dans le contenu de ce qu'il nous renvoie, on a déjà plein d'éléments. Hein, c'est déjà quelque chose. Donc du coup, est-ce qu'il faut se former? Il faut maintenir sa formation, il faut la mettre à jour. En tout cas, moi, ce que je fais au quotidien, c'est ce que je pratique et ce que j'enseigne. Voilà. Après, on peut effectivement avoir des éléments supplémentaires en termes de formation. Il y a des formations à la santé mentale qui peuvent être extrêmement intéressantes. Sur des prises en charge, ça peut être intéressant parce qu'on peut être confronté à des prises en charge sur des accidents extrêmement violents au travail avec mort de collègues, donc ça, ou des suicides ou des attentats. Et là, je pense qu'il faut des petites connaissances supplémentaires. Moi, quand c'est comme ça, j'accueille et j'oriente. Donc, j'envisage de me former sur ces dimensions-là pour pouvoir, parce que c'est quand même des cliniques bien spécifiques. Je crois que vous avez intrigué beaucoup de gens avec la méthodologie de revue d'activité. Ouais. Est-ce que vous pourriez me dire un petit mot et orienter vers une source d'information complémentaire, Bien sûr, peut-être? bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, la revue d'activité, elle émane de la clinique des usages. Donc, Marc-Éric Bobillier-Chaumont, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'inspire de la clinique de l'activité, de l'architecture des métiers, pour essayer de penser comment une technologie vient reconfigurer une activité. Alors, c'est soit la technologie, soit là, il travaille aussi beaucoup sur tout ce qui va concerner les nouvelles modalités d'organisation de l'espace. En fait, il considère la technologie comme une médiatisation de l'activité. Et du coup, il essaie de regarder comment ça vient mobiliser la dimension personnelle, la dimension collective, la dimension organisationnelle et la dimension professionnelle. Et donc, la revue d'activité, alors la complexité dans les activités médiatisées avec les technologies, c'est le côté un petit peu invisible, intangible de ce que l'on fait au travail. Je donne un exemple très simple. Lorsque vous envoyez un mail, vous écrivez votre mail, vous cliquez sur Entrée, c'est parti. Donc, on pourrait se dire que ça, c'est une tâche toute simple. Votre activité, ce serait de faire du mail, si on n'y regarde pas de plus près. Si on y regarde d'un petit peu plus près, faire un mail,
c'est en lien avec un projet, c'est en lien avec des interactions qu'on a eues, c'est en lien avec des professionnels avec qui on doit rendre compte d'un certain travail, ou c'est un mail qu'on va envoyer parce qu'on a des difficultés pour obtenir telle ou telle chose. Vous voyez que le mail, c'est pas que faire du mail, c'est projeter à travers ça toute une part de son activité, mais en fait, en utilisant la technologie, on perd conscience factuelle, pas conscience complète, hein, on perd conscience factuelle de tout ce que l'on y met, pour une raison assez simple, c'est qu'il y a une accumulation des informations, des mails, des flux d'informations qui transitent par les différentes technologies, et donc ça fait un effet de submersion un petit peu, hein, si on n'y fait pas attention, et donc au bout d'un moment, on gère et on abat du mail et on oublie qu'en fait derrière ce mail qu'on a écrit, bah, peut-être que quand on était en train de transiter dans le métro ou dans le train, on a pensé à ce projet. On s'est dit: «Ah mais il faudra que j'écrive ce mail» et ainsi de suite. On a croisé un tel dans le couloir: «Ah mais il faudra que je rajoute cet élément-là et puis ça me fait penser qu'il faudra que je rajoute tel mail» et ainsi. Vous voyez un peu toute l'activité qui peut se positionner. Mais la complexité, c'est d'arriver à pouvoir comprendre comment se déroule, comment se construit, cette activité que je viens d'expliquer extrêmement succinctement, hein. Et donc, Marguerite Beaubillier-Chaumont a mis en place ce que l'on appelle une revue d'activité. Ça a été mis en place dans un ouvrage, dans une recherche qu'il a menée entre 2009 et 2013, qui s'appelle, «L'impact des nouvelles technologies sur les cadres», qui a été faite, c'est une recherche qui a été faite avec l'APEC, qui est disponible, hein, sur internet. Si jamais il y avait besoin, je peux, transmettre aussi, les éléments. Et donc, à l'intérieur, on a fabriqué, donc j'ai participé à cette recherche-là, et on a proposé aux professionnels, qui étaient des managers à l'époque, un petit tableau dans lequel on leur demandait de relever leur activité au fur et à mesure qu'ils la faisaient. Donc, il y a tout un petit processus qui nous amène à leur expliquer comment on le fait. Donc, on met le temps, on met l'activité que l'on a mis, que l'on fait, on met quelques annotations, on met les outils que l'on utilise, et au fur et à mesure, comme ça, on arrive à voir une revue de l'activité qui est faite du point de vue du professionnel. Un petit peu comme sur Instagram, vous avez des fois, vous savez, ce POV là, point of view, c'est-à-dire le point de vue du professionnel, et c'est lui qui va nous dire les différentes actions qu'il a pu mener, les différentes tâches, les différentes technologies, et on va essayer de rebalayer tout ça dans le cadre d'une activité. Hein. On remet en lien avec le collectif, on remet en lien avec le geste professionnel, on remet en lien avec les attendus, et on remet en lien avec son vécu. Donc c'est disponible, sur cet ouvrage, hein, «L'impact des nouvelles technologies, sur les cadres», qui est cette recherche APEC qui a été menée par Marguerite Beaubillier-Chaumont. Je crois que l'ouvrage est sorti en 2013, de mémoire. Écoutez, sur ce dernier mot très, très pratico-pratique qui invite à creuser plus loin, je tenais à vous remercier, Nadia, d'avoir relevé ce défi sur une question peu abordée, parce que peu abordable peut-être. En tout Peut-être. cas, grâce à nos échanges, vous nous avez permis de mieux nous positionner, de comprendre la problématique, les limites, et puis de permettre de donner à penser à chacun d'entre nous de comment il veut se positionner sur cette question, faut-il ou pas, comment, pourquoi faire de la prise en charge individuelle quand on est clinicien du travail. Ben, en tout cas, merci beaucoup, moi, de m'avoir permis de pouvoir, partager avec vous, cette pratique professionnelle. Je il me semble que c'est important, en tout cas de 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 pouvoir en parler collectivement, ou en tout cas d'en partager, peut-être qu'on aura l'occasion, d'échanger par différents moyens. En tout cas, il y a pas de souci pour moi, pour ces éléments-là. Ça me semblerait important parce que, il ne faudrait pas que ça reste un impensé, en fait, de notre pratique. Par contre, je pense que il est important de savoir, définir le périmètre de son activité et le périmètre de son action. Tout à fait. Je crois que vous avez été très clair sur ce point. Bah, écoutez, merci, merci encore à vous. Merci à toutes et tous d'avoir été nombreux, 230 à participer à ce webinaire.
Et puis, je vous invite encore une fois à voter pour nos chers adhérents pour l'AG extraordinaire sur notre autonomisation. Et puis, à continuer à… Alors, le prochain Psychoté, c'est le 6 avril avec Marc-Éric Gobier-Chaumont qui présentera son dernier ouvrage. Donc, regardez vos boîtes mail et soyez nombreux à nous rejoindre à ce moment-là. Merci en tout cas à vous, Nadia. Merci beaucoup. Merci à vous et puis merci encore pour tout ce que vous faites pour faire vivre la clinique du travail.